advanced technology. Monsieur le recteur, mon ami Boussif, très chers collègues, salam alaikum. Je vous de mes connaissances dans le domaine de la mécanique quantique. Je ne suis pas informaticien, je ne suis pas un grand spécialiste de l'intelligence artificielle, mais j'applique l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a une différence entre produire de l'intelligence artificielle et appliquer de l'intelligence artificielle. Ce que nous avons besoin de personnes qui développent de l'intelligence artificielle, qui créent des algorithmes. Appliquer de l'intelligence artificielle, tout le monde pourra le faire, c'est une voie qui n'aura pas en utilise. Parfait. Donc le sujet de la mécanique quantique, qui est devenu aujourd'hui, l'intelligence artificielle est devenue un allié de la mécanique quantique. Comme l'a souligné mon ami Boussif, cette année, nous célébrons le centenaire de la mécanique quantique. Alors, mon sujet aujourd'hui, c'est comment l'intelligence artificielle, couplée à la mécanique quantique, a remodelé le monde des sciences des matériaux. La découverte de nouveaux matériaux. Découvrir. L'homme a toujours essayé de découvrir de nouveaux horizons, découvrir de nouvelles théories, découvrir de nouveaux matériaux, découvrir de nouveaux espaces, etc. C'est un long chemin depuis que j'étais étudiant, dont j'ai toujours été fasciné par la mécanique quantique. Et donc je me suis promis de faire une carrière dans la mécanique quantique et d'apprendre plus sur la mécanique quantique. Cela m'a guidé à aller vers de la mécanique quantique plutôt orientée vers le solide. La mécanique quantique peut être appliquée à n'importe quel domaine. La mécanique quantique a eu ses prix Nobel, vous savez, une longue controverse. Quand il y a eu la naissance de la mécanique quantique, vers 1925, il y avait 3 hommes qui étaient, disons, de 2 écoles différentes. Vous avez Heisenberg, l'école de Berlin. C'est la mécanique quantique, tout le monde est d'accord sur le principe de la mécanique quantique. Mais où tout le monde n'est pas d'accord, c'est son interprétation. Comment interpréter la mécanique quantique? L'école de Copenhague interprète la mécanique quantique d'une façon essentiellement basée sur ce que nous appelons la non-localité. Et l'école de Berlin, qui est plus déterministe, qui, elle, est contre la non-localité. Einstein a toujours été contre la non-localité. Et donc, ces 2 écoles se sont développées ensemble. Et c'est là où vous voyez le génie des personnes. Comment interpréter? L'un voyait la mécanique quantique, et l'autre voyait la mécanique quantique comme une onde. Parce que vous savez tous que nous sommes dans un monde dual, entre corpuscule et onde. Parfois la matière se comporte comme une onde, et parfois elle se comporte comme une corpuscule. Et donc dans son interprétation, dois-je l'interpréter en corpuscule ou dois-je l'interpréter en onde? Et la première interprétation a été apportée par De Broglie, prix Nobel Banque. Et puis, il a dit, si le solide se comporte comme une corpuscule, si la lumière, auparavant on pensait qu'elle était une onde, et donc Einstein a démontré qu'elle est aussi une corpuscule, si la lumière, une onde, peut devenir un corpuscule, pourquoi pas un corpuscule peut devenir aussi une onde? Et donc pourquoi pas que les électrons qui se trouvent dans les solides, qui sont solides, ne peuvent pas être aussi une onde? Et c'est l'idée comme ça qui est partie. Et donc De Broglie, c'est lui qui avance pour la première fois que les électrons sont aussi duals, qu'ils peuvent, comme ils peuvent se comporter comme des ondes. Mais à l'époque, il n'y avait pas cette étude théorique qu'il avait avancée. Il fallait attendre qu'il y ait l'effet Compton. Que Compton fait la première expérience pour démontrer l'aspect ondulatoire de la lumière, le scattering. Mais ce n'est pas ça le but de la conférence.
vous dire pourquoi. Parce que ces deux grandes écoles ont fait que, quand on a voulu, donc il y a eu donc, ces avancées de la mécanique quantique, le comité Nobel voulait attribuer en 1928. Mais vous savez, dans le comité Nobel, il y a 4 personnes seulement. Le comité est fait de 4 personnes. Et il faut qu'ils soient unanimes tous pour déclarer parmi les nominés qui serait le prix Nobel de cette année-là. Et parmi les 4 membres, il y avait des juifs. Et il a dit, si on donne le prix Nobel à la mécanique quantique, on remet en cause l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on introduit l'indéterminisme, on introduit la probabilité, l'incertitude. Et donc on n'a pas donné le prix Nobel en 1928. On a donné à quelqu'un d'autre qui n'avait rien à voir avec une tombe à verser. La même pas de prix Nobel parce que cette personne était toujours là dans le comité. Et heureusement, 1930, il meurt, cette personne-là. Parce qu'ils sont nommés à vie, les 4 membres du comité Nobel. Il meurt. Il est remplacé par une autre personne. Et la même année, qu'est-ce que vous avez? Paul Dirac qui arrive. Et Paul Dirac qui démontre l'inséparabilité des particules. Et donc en 1930, on donne le prix Nobel, d'accord, qui n'a pas été décerné en 1928, qui n'a pas été décerné en 1929, il n'y avait pas eu de prix Nobel. Donc, par anticipation, à Schrödinger, à Heisenberg et à Dirac. Vous voyez que l'histoire n'est pas aussi évidente. Donc, c'était les seules fois où on avait donné les prix Nobel 28, 29 et 30 pour la mécanique quantique. Et puis, depuis rien. Arrive 1998. Arrive 1998, qui est impossible à résoudre analytiquement en dehors de la forme hydrogène. Et donc, si on veut étudier les solides, si on veut étudier les matériaux, c'est des multitudes d'électrons.